Donc, je suis Camille, responsable communication d'Estigma, l'association des étudiants et jeunes chercheurs en sciences cognitives du Grand Lyon. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir pour notre salon des masters en sciences cognitives. Nous accueillons aujourd'hui 6 intervenants qui viennent nous présenter virtuellement leur parcours et plus précisément leur master. Merci à Anthony, Justine, Jean-Michel, Marie, Léa et Stéphanie de nous faire l'honneur de votre présence. Nous allons bientôt commencer. En attendant l'arrivée des derniers participants, je vais vous présenter rapidement comment fonctionne le serveur et donc la rubrique Salon des masters sur le serveur Cogmunauté. Vous trouverez un channel présentation des masters dans lequel vous avez accès au programme de ce soir avec l'horaire de passage de chaque intervenant, son nom et le master qu'il ou elle va présenter. Vous trouverez également toutes les ressources que nous souhaitons partager avec vous, donc les plaquettes officielles des formations, le lien vers les diaporamas que les intervenants ont créés pour leur présentation. Il y aura aussi un annuaire des étudiants, anciens étudiants et des structures associatives en sciences cognitives. Et vous trouverez également le lien vers notre chaîne YouTube, donc pour avoir accès au replay des interventions et aux interviews que nous avons réalisées avec des étudiantes qui présentent des masters que nous ne présentons pas en direct, pour que vous ayez un éclairage un peu plus large d'autres masters dispensés en sciences cognitives. Le chat foire aux questions, comme vous devez vous en douter, va vous servir à poser vos questions. Donc, vous pouvez les écrire dans ce chat et si à la fin de sa présentation, l'intervenant ou l'intervenante a un peu de temps, il pourra y répondre en direct ou alors revenir dessus un peu plus tard. Parce qu'en fait, chaque chat sera disponible même après l'événement. On ne va pas les fermer. Vous pourrez toujours poser des questions si vous en avez dans quelques jours ou sur les interviews quand vous les aurez visionnées. Et vous pourrez trouver en fait les pseudo Discord des intervenants aussi dans le chat présentation des masters. Comme ça, vous pouvez les mentionner et poser directement votre question. Toutes les questions auxquelles nous aurons répondu seront centralisées dans le chat questions répondues. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil avant de poser votre question. Peut-être qu'il y aura déjà la réponse que vous cherchez. Voilà à peu près pour la présentation de ce soir. On va attendre encore quelques minutes et Anthony pourra commencer. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si on m'entend, mais voilà. Je m'appelle Astrid, je suis la présidente d'Estigma, je suis en L3 MIH Sciences Cognitives et je voulais déjà tous vous remercier d'être là avant qu'on commence. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je sais que vous n'oserez peut-être pas les poser à l'oral, mais vous pouvez toujours les poser à l'écrit. Et les intervenants, nous, on les lira, donc il n'y a vraiment pas de souci si vous n'osez pas prendre la parole. Et je suis désolée que vous ne me voyez pas. On est vraiment très nombreux, donc la vidéo ne passe pas. Ça va être un peu bizarre, mais vous verrez les diaporamas, donc, et c'est ce qui vous intéresse le plus, je suppose. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur l'événement de maintenant ou sur d'autres choses, n'hésitez vraiment pas. Et j'espère que vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous posez sur les masters, sur les candidatures et ce que vous souhaitez faire plus tard. Voilà. Et on va pas tarder à commencer, on attend juste que le premier intervenant se connecte et il pourra lancer sa présentation. Anthony, nous entend bien? Tu m'entends? Oui, c'est super. Ok, eh bien, on va commencer le salon. On va commencer par Anthony qui va présenter son master à Lyon 1, si tout est bon pour lui. Ouais, alors. On voit mon écran? Oui, pour ceux qui ne savent pas utiliser Discord, vous avez juste à cliquer tout en haut, il y a marqué Tony, il y a le direct, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir regarder son stream, donc regarder son diaporama. Anthony, tu peux y aller? Oui. Ah, ok, très bien. Je pense que tout le monde est connecté. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous prévenir et on pourra vous aider à vous connecter. Ok, bon, je vais commencer. Super. Donc, bonjour à tous. Donc,
bonjour à tous, donc je suis Anthony Claire et aujourd'hui je vais vous parler du master recherche, master neurosciences fondamentales et cliniques dispensé par Lyon 1. Donc juste avant de parler du master, je vais juste présenter brièvement mon parcours qui est assez banal. Donc j'ai obtenu une licence de physiologie à Lyon 1 en 2018. J'ai été diplômé du master l'année dernière et là actuellement depuis septembre 2020, je suis engagé en tant qu'ingénieur d'études à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret à Bron, où je travaille à la fois sur l'homme et sur l'animal. Donc, le master de neurosciences de Lyon, pour la première année, il se décompose en 2 semestres qui sont assez différents l'un de l'autre. Parce qu'en effet, au premier semestre, donc au semestre d'automne, il est composé de 5 UE. Il faut savoir que sur ces 5 UE, 4 en fait sont en commun avec le master physiologie. Donc, ça veut dire que les 2 promos de neurosciences et de physiologie sont rassemblés pour les cours, les TD et les TP, mais surtout ça veut dire que même si vous êtes dans la promo de neuro, vous aurez quand même encore quelques cours de physiologie. Donc comme ça va être des cours sur la nutrition, le métabolisme, on a eu aussi des cours sur la myogénèse, donc la formation des cellules musculaires. Ce sont des cours qui en soi sont intéressants, moi je les ai bien aimés, mais je sais que certains de mes camarades de promo ont été un peu déçus de voir encore un peu de physio dans un master qui se dit neurosciences. Donc voilà, c'est pas la mort en soi, mais il faut avoir ça en tête que même si on est dans un master neurosciences, au début du premier semestre, au tout début du master, il y aura encore un peu de physio. Toutefois, dès la fin du master, on entre vraiment dans la partie neuro, et avec une UE qui s'appelle neurosciences cognitives et imagerie. Et c'est même une chouette UE parce qu'en fait, en groupe, là, vous allez carrément devoir créer une étude scientifique, une petite étude scientifique, où vous allez devoir trouver le thème, ça sera à vous de trouver l'expérience que vous allez faire, à vous de recruter et de faire passer les gens. Et à la fin, vous devrez rendre un petit rapport qui explique ce que vous avez fait et les résultats que vous avez obtenus. Et c'est franchement, moi j'ai trouvé ça super cool d'avoir ça dès le début du master parce que, en fait, ça nous plonge directement dans la peau du chercheur qui fait son expérience et qui conclut sur ses résultats, ça peut être des résultats positifs ou négatifs s'il n'a pas eu de bons résultats. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super cool que dès le début, le master nous plonge vraiment dans le monde de la recherche en faisant notre propre petite expérience. Le second semestre, lui, il est assez différent parce que là, il n'y a que de la neuro en large et en travers et sur tous les thèmes. Vous allez avoir une UE qui va se concentrer sur les réseaux neuronaux, donc par exemple les réseaux du sommeil, les réseaux de l'éveil, le réseau de l'olfaction, l'épilepsie. Là aussi, vous aurez un travail à faire en groupe, mais cette fois-ci, ce sera une sorte de petite biblio sur l'un des réseaux de neurones qui existent sur le cerveau. Vous aurez aussi des cours sur le comportement, avec là aussi un petit rapport à rendre. Des cours qui seront axés plutôt sur tout ce qui est neuropathologie et neuroprotection. Donc là, on va beaucoup parler des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, mais aussi la sclérose en plaques, par exemple. On va aussi parler de tout ce qui est protection du cerveau, tous les processus que le cerveau met en place pour se protéger avant de subir des dommages, mais également tout ce qui met en place après avoir subi des lésions cérébrales. Donc c'est vraiment 3 UE qui permettent qui balayent large dans le domaine de la neuroscience, qui permettent un peu de tout voir en surface. Il y a également 2 UE, 2 options que vous devrez choisir au choix parmi celles qui sont listées. Donc vous avez une UE de neuropsychologie qui sera faite à Lyon 2 au campus Porte des Alpes, vu qu'elle fait partie du master de neurosciences cognitives, liée à l'immunologie. Une autre UE qui s'appelle métrologie sensorielle. Donc la métrologie, c'est la science de la mesure. Et cette UE, en fait, elle va vous montrer comment les neurosciences peuvent être mises au service des entreprises pour améliorer les produits que vendent ces entreprises, ou au contraire pour permettre l'élaboration de nouveaux produits. Donc ça, cette UE est plutôt destinée aux étudiants qui se projettent vers le master neurosciences professionnelles, parce qu'il y a aussi un master de neurosciences professionnelles, le master NPES, qui est dispensé par Lyon 1. Donc, les étudiants qui sont plutôt intéressés par ces thématiques de professionnalisation des neurosciences, généralement choisissent cette UE. Il y a aussi une UE appelée neurosciences computationnelles, où là, c'est tout ce qui est algorithme et modélisation des neurones et des réseaux de neurones sur informatique. Et moi-même, qui est tout simplement des neurosciences cellulaires et moléculaires. Il y a également un stage à faire durant ce 2e semestre du M1, donc un stage de 6 semaines à faire en janvier et février. 6 semaines, c'est cool, c'est bien, ça permet une première approche, mais c'est pas beaucoup non plus. Donc, généralement, on n'a pas le temps de tout voir, de tout ce qui se passe dans le labo, on n'a pas le temps de voir tous les aspects de la vie d'un chercheur, mais c'est déjà une bonne première approche.
Il faut s'y prendre assez tôt pour trouver un stage. Généralement, on conseille de s'y prendre dès fin septembre, début octobre pour au moins se renseigner sur différentes équipes et différents thèmes qu'il y a à Lyon ou ailleurs en France. Vous pouvez très bien faire votre stage dans une autre ville. Et c'est un peu la règle du premier arrivé, premier servi. Donc, plus tôt vous démarcherez les chercheurs et les équipes, plus vous avez de chances d'avoir un stage qui vous plaît et qui se passe sur le thème que vous voulez. Et on a également aussi des yeux d'anglais formation humaine que vous pouvez aller voir exactement sur le site du master pour voir exactement ce que c'est, parce que là, je ne vais pas y détailler. Ensuite, on passe à la deuxième année du master. Donc là, c'est vraiment la spécialisation en recherche. C'est une année très particulière, enfin très différente de l'autre. Déjà parce qu'en fait, tout le semestre sera en anglais. Les cours, les intervenants, tout le travail sera fait en anglais, et parfois même les mails qu'on reçoit des profs sont faits en anglais. Il n'y a que la partie statistique qui sera encore en français. Une autre particularité, c'est qu'en fait, ce semestre, il est composé pas vraiment de cours, mais plutôt de conférences. Il est composé de conférences, où là, on va avoir des intervenants de France, mais avec un peu de chance de laboratoires étrangers, qui viennent et qui nous expliquent pendant 1h30 à 2h leurs travaux, ce qu'ils ont fait, les résultats qu'ils ont obtenus, les techniques qu'ils utilisent. Et parfois, ils parlent plus généralement de la thématique qu'ils étudient. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je trouve que c'est vraiment un point fort de ce master. Parce que là, on a vraiment une interaction avec les chercheurs. On voit vraiment ce qu'ils font. Et c'est pas juste des cours, des cours où on gratte et on écoute le prof et on gratte et puis après, on apprend le cours chez soi. Il y a vraiment l'interaction. On peut poser 1001 questions aux chercheurs. Il est vraiment disponible et il est là vraiment pour qu'on vous pose un max de questions. Un autre point fort de ce master, c'est l'UE management de projet. Où en fait, là, c'est une UE en fait, où c'est carrément qu'un projet, il n'y a pas vraiment de cours, c'est qu'un projet, un énorme projet où en fait, là, en groupe, vous allez devoir vous mettre à la place du chercheur pour faire une recherche de financement, pour faire une demande de financement à l'Agence nationale de la recherche. Donc là, en fait, sur un thème assez large, par exemple, ça peut être la neuroprotection ou ça peut être les maladies neurodégénératives. Après, à vous de choisir précisément ce que vous voulez traiter. Vous allez devoir créer tout un dossier afin de vendre votre expérience pour avoir un financement. Donc, ça veut dire que vous allez devoir préciser si vous voulez travailler sur l'animal ou l'humain, si vous voulez combien de sujets vous voulez. Vous allez devoir lister et calculer le prix de chaque chose que vous allez avoir besoin pour faire cette expérience. Et du coup, ça nous met vraiment dans le pot du chercheur qui a besoin d'argent pour faire ses expériences. Parce que ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent dans la recherche, mais un chercheur, ça ne fait pas que des expériences, ça passe aussi beaucoup de temps à rechercher des financements pour faire justement ses expériences. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très bien que le master nous mette dans cette position et nous montre cette facette de la recherche qu'on a trop souvent tendance à oublier, mais qui en fait représente une bonne part de la vie du chercheur. Puis bien sûr, il y a l'anglais, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a là aussi 2 nouvelles options à choisir parmi 3. 3 options, donc une option de cognition, une de moléculaire cellulaire et une de neuroimmunologie. Ensuite, on passe au stage. Donc là, le stage, c'est le dernier semestre du master, donc un stage de 5 à 6 mois. La chose importante à savoir, c'est qu'il faut avoir trouvé ce stage avant même d'être inscrit en deuxième année de master. Donc en fait, limite dès la fin de votre stage de M1, il faut que les étudiants pensent à réfléchir à quel sera leur stage de M2, il faut qu'ils réfléchissent à sur quoi ils veulent travailler pendant 6 mois, qu'ils démarchent, qu'ils aillent voir les chercheurs en question pour voir s'ils ont quelque chose à leur proposer, ou alors ils peuvent tout simplement refaire leur stage là où ils ont fait leur stage de M1, c'est tout à fait possible aussi. Ce stage est aussi extrêmement important parce que beaucoup de stagiaires de M2 en fait, continuent en thèse sur le même sujet qu'ils ont fait durant leur stage ou alors au moins sur la même thématique. Donc ce stage est vraiment important parce que pour beaucoup d'étudiants, il va orienter la carrière du futur chercheur en fait. Et c'est exactement mon cas. Par exemple, moi j'ai fait un stage sur les communs en M2. Et là actuellement je suis ingénieur de recherche et je travaille toujours sur ce sujet et je suis actuellement en recherche de financement de thèse pour travailler toujours sur ce sujet. Je vais finir cette présentation en parlant donc des débouchés de ce master. Malheureusement, il faut savoir qu'en fait, le master en lui-même, il n'offre pas vraiment beaucoup de débouchés parce que, comme j'ai dit juste avant, beaucoup d'étudiants continuent en thèse en fait. Donc là, la thèse, c'est vraiment, on va dire, le débouché majeur de ce master.
Et l'autre débouché majeur, en fait, c'est les étudiants qui n'ont pas trouvé de financement de thèse et qui, du coup, sont engagés pendant quelques mois ou une année en tant qu'ingénieur d'études. Et ce laps de temps qu'ils auront en plus, ça va permettre à leur équipe, justement, de trouver des financements pour que l'étudiant parte en thèse. Donc, en fait, le master, il faut plutôt le voir comme une étape supplémentaire vers la thèse. Et c'est vraiment la thèse qui permet, qui va ouvrir les portes sur les débouchés en recherche. Parce qu'une fois qu'on a obtenu une thèse, qu'on a obtenu notre doctorat, on peut devenir ingénieur de recherche, on peut faire des postdocs en France ou à l'étranger, et à partir de là, on peut devenir chargé de recherche, être maître de conférences, professeur d'université, directeur de recherche, etc. Voilà, donc moi j'ai fini cette petite présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout à fait apte à y répondre. Et puis si vous en avez, si vous n'en avez pas tout de suite, mais que vous en avez dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, vous pouvez toujours les poser sur Discord ou me contacter à l'adresse mail que j'ai mis sur la diapo de présentation. Merci à tous. Merci beaucoup Anthony pour cette présentation. Donc comme il vous l'a conseillé, vous pouvez toujours poser des questions dans le salon, enfin dans le chat foire aux questions. Donc si on ne peut pas poser votre question tout de suite parce qu'il nous reste très peu de temps pour quelques questions, on pourra y répondre plus tard. Donc on a peut-être un peu de temps pour quelques questions pour Anthony. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce master? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce master, Anthony? Parce que déjà, en fait, j'avais pas envie de bouger de Lyon. Et je me plaisais très bien à Lyon, donc j'avais pas envie de bouger de Lyon. Et surtout, en fait, j'ai toujours été attiré par les neurosciences. Donc, pour moi, c'était assez simple. Enfin, à la fin de ma L3, je savais que je voulais aller en master et que je voulais faire ce master. Donc, c'est tout. Donc, le choix a été assez vite fait. D'accord. Là, je viens de voir qu'il y avait quelques questions. Que signifie ATER? ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. En fait, pour être professeur, les enseignants à l'université sont souvent des enseignants-chercheurs. Ils se distinguent en deux catégories, soit les maîtres de conférences, soit les professeurs d'université. Mais parfois, en fait, ça, c'est des postes, il y a très peu de postes, en fait, qui s'ouvrent chaque année. Il y a peut-être 1 ou 2 postes par académie qui s'ouvrent chaque année. Du coup, tous ceux qui veulent faire de l'enseignement ne peuvent pas forcément avoir le grade de maître de conférence ou de professeur d'université. Du coup, le gouvernement, en fait, a créé il y a quelques années le poste d'attaché temporaire d'enseignement. En fait, sur quelques mois ou 1 ou 2 ans, ces chercheurs vont pouvoir faire l'enseignement, mais sans avoir le grade de maître de conférence. En fait, c'est, on va dire, un peu une liste d'attente en attendant qu'un poste de maître de conférence s'ouvre. Du coup, on peut voir ça comme des enseignants-chercheurs temporaires. D'accord, merci pour ta réponse. Et une dernière, comme on a une toute petite minute encore, est-ce qu'on peut y accéder si on a une licence en sciences cognitives? Oui. Oui, moi dans ma promo, donc du coup en septembre 2018, on a eu quelques étudiants qui venaient de la licence, je crois que c'est la licence sciences cognitives de Lyon 2, qui se sont parfaitement intégrés au master et qui n'ont pas du tout, qui ont très bien réussi le master et qui maintenant travaillent en fait. Certains d'entre eux se sont orientés plutôt vers le master pro. Et voilà, c'est tout à fait possible de venir de Lyon 2 ou de sciences cognitives en général et de candidater au master. D'accord, merci pour ta réponse. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour d'autres questions, donc je passe la main à mon collègue qui va vous introduire le prochain intervenant. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Ah, désolé d'avoir coupé. Merci à toi. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, Nicolas. Ok, merci. Donc je m'appelle Nicolas, voilà, je vais vous prévenir avant de passer au second intervenant. Est-ce que tout va bien pour vous? Parce qu'on a vu qu'il y avait des petits soucis au niveau, apparemment une limitation au niveau du nombre de gens qui peuvent regarder le stream en même temps. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous en faire part. Et sachez que tous les diaporamas, toutes les slides des intervenants se trouvent sur le chat questions répondues. Voilà. Donc merci encore à Anthony pour sa présentation. Et du coup, je vais laisser la parole à Justine, donc, du master de neuropsychologie et neurosciences cliniques de Lyon 2. Voilà, Justine, c'était là.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Très bien. Ok, parfait. Bah, à toi, du coup. Ok, alors je vais partager mon écran. Je vais juste rajouter un petit truc, excuse-moi. Si vous avez des questions concernant un intervenant, une fois que celui-ci est passé, vous pouvez continuer de les poser dans la foire aux questions et on essaiera d'y répondre. Merci. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, Oui, on voit oui, ton écran. Oui, on voit ton écran. Super, merci. Ok, donc moi je vais vous présenter le master sciences cognitives de Lyon 2 et plus particulièrement le parcours neuropsychologie et neurosciences cliniques. Excuse-moi, par contre, en fait, on voit pas ton diaporama. On voit Discord. Ok. Alors. T'inquiète. Je sais pas si ça va marcher. Vous voyez ou vous voyez toujours pas? Ouais, c'est bon là, c'est bon. C'est tout bon. Ok, super. Donc oui, je vais vous présenter le master sciences cognitives de Lyon 2 et le parcours neuropsychologie et neurosciences cliniques plus particulièrement. Donc tout d'abord mon parcours. Donc moi j'ai commencé par une licence mathématiques informatique appliquée aux sciences humaines et sociales à Nancy, donc en faisant un parcours sciences cognitives. Donc c'est une licence qui se fait à l'IDMC, donc l'Institut des sciences du digital, management et cognition, dont Marie vous reparlera tout à l'heure plus précisément pour le master. Donc après cette licence, j'ai choisi de ne pas faire mon master à Nancy parce que c'est un master qui est plutôt tourné UX design et intelligence artificielle. Et moi, je voulais me rapprocher des neurosciences. Donc c'est pour ça que le master de Lyon m'a intéressée, tout en gardant quand même la pluridisciplinarité des sciences cognitives. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un master que neurosciences, mais que j'ai choisi quand même un master sciences cognitives avec un parcours plutôt neurosciences. Désolé de te couper, Justine, excuse-moi. Mais en fait, ton écran, il est blanc maintenant. Il y a des gens qui se plaignent que ton écran est tout blanc. Donc, si tu pouvais essayer de juste de relancer le partage, peut-être que ça marchera. Parce que tout à l'heure, pendant une seconde, on l'a vu normalement, en fait. Ok, bon. Donc, si tu relances, ça devrait aller, je pense. Désolé. Je crois que c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Là, ça devrait être bon. Ok, je te dis ça tout de suite. Ouais, là, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vas-y. Ok, super. Donc, voilà, pour mon parcours, je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc du coup, le M1, je vais en parler très rapidement parce que j'ai pas trop de temps et que du coup, je vais plus m'attarder sur le M2. De toute manière, pour le M1, tout est écrit dans la plaquette, plus ou moins, donc voilà, ça correspond assez à la plaquette. Et puis Jean-Michel va en parler normalement, donc voilà, je vais juste peut-être m'attarder sur les options que j'ai choisies parce que c'est quand même important. Donc moi, j'ai pris l'option neuropsychologie et l'option neurosciences cognitives et informatique et programmation. Donc neuropsychologie, c'est l'option qui est en commun donc avec Lyon 1, dont vient de parler Anthony. Donc j'ai pris ça justement parce que je savais qu'après j'allais choisir le M2 neuropsychologie et neurosciences cliniques. Et donc ça permet déjà d'avoir pas mal une idée de ce que ça va être. Il y avait plusieurs intervenants qui nous ont présenté donc plein de différents thèmes. Pour neurosciences cognitives, c'est un TD où on présente des articles donc par groupe de 5. Donc c'est pas mal, surtout si après vous voulez faire de la recherche, ça permet d'avoir déjà une idée de comment critiquer un article, etc. Et informatique et programmation, j'ai choisi cette option parce que j'aime bien la programmation. Après, si vous n'avez jamais fait de programmation, ne vous lancez pas dans ce TD parce qu'ils ne reprennent pas vraiment les bases. C'est vraiment fait pour ceux qui ont déjà fait de la programmation. Donc voilà. Donc, ça, c'est juste pour que vous ayez une idée quand vous serez amené à choisir des options. Voilà. Donc oui, en M1, on a aussi un stage donc, qui se déroule sur toute l'année, qu'on choisit donc au début de l'année. C'est pas un stage qu'il faut que vous trouviez vous-même, c'est vous allez devoir faire des vœux parmi donc une liste d'offres de stages qu'on va vous donner au début de l'année. Et après, donc les différents responsables de stage vont choisir des binômes pour faire le stage avec eux. Donc voilà, ça enlève le stress de devoir choisir son stage. Mais il me semble que si vous avez déjà un sujet de stage qui vous intéresse, donc vous êtes sûr et que vous avez un responsable,
Vous pouvez aussi proposer vous-même ce stage-là. Donc, on a à peu près 2 jours chaque semaine pour aller au stage, plus ou moins. Donc après, ça dépendra vraiment de là où vous faites votre stage. Je sais qu'il y en a certains qui n'y allaient pas vraiment, il y en a d'autres. Enfin, moi, j'y allais quand même assez régulièrement. Donc voilà, ça dépendra aussi avec qui vous le faites. Et donc, moi, je l'ai fait au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec Bénédicte Ballanger de l'équipe Neuropop. Et c'était sur le lien entre olfaction et cognition, et donc plus particulièrement l'influence du vieillissement et de l'affect. Donc voilà, on pourra en reparler après si vous voulez. Donc vous n'allez pas faire un projet de A à Z, hein, c'est plus des petites tâches sur un projet plus grand généralement. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant pour avoir déjà une vision de ce qu'est la recherche réellement dans la pratique. Donc après le M1, si vous voulez rester à Lyon 2, il y a 3 parcours. Il y a le parcours sciences cognitives fondamentales et appliquées, le parcours neuropsychologie et neurosciences cliniques et le parcours interaction en machine. Donc moi, j'ai choisi la neuropsychologie et neurosciences cliniques parce que j'étais venue là pour ça, clairement. Donc voilà, ça aurait été dommage de changer. Voilà. Donc pour le M2, c'est un M2 qui est en collaboration avec l'université de Toulouse et Grenoble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le même master à Toulouse et Grenoble. Et donc en fait, il y a une UE qui s'appelle neuropsychologie et neurosciences cliniques. C'est vraiment la grosse UE du master, qui a un coefficient très important, et qui se déroule sur 3 semaines, dont une semaine qui se passe à Lyon, où il y a les étudiants de Toulouse et Grenoble qui viennent à Lyon, une semaine qui se passe à Toulouse, où tout le monde va à Toulouse, et une semaine qui se passe à Grenoble, où tout le monde va à Grenoble. Donc moi, cette année, malheureusement, à cause du Covid, c'était tout en visio, mais normalement, on se déplace entre les différentes villes, donc c'est plutôt cool, parce que ça permet de voir comment ça se déroule ailleurs, de découvrir la ville, etc. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, cette UE-là, en fait, toute la semaine, vous allez avoir des conférences, donc c'est assez intense. Généralement, c'est donc de 9h à 18h, vous avez toutes les conférences qui s'enchaînent. Mais c'est vraiment très 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 intéressant, genre c'est vraiment des chercheurs calés dans leur domaine, dans ce qu'ils font, etc., qui vont venir vous parler de chacun de leurs sujets de recherche. Donc il y aura des sujets plutôt cliniques et d'autres, donc ce sera des cliniciens en fait qui vont vous présenter ça, et d'autres ce sera vraiment de la recherche pure et dure. Mais c'est vraiment super intéressant, et n'hésitez pas à aller voir sur le panneau d'affichage du M2, il y a le programme de cette année. Donc vous pourrez voir un peu le titre des différentes conférences. Et je pense que ça vous donnera envie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait donné envie principalement pour faire ce master. Donc voilà. Donc ensuite, il y a des options à choisir. En réalité, c'est pas vraiment des options parce que on nous conseille fortement de prendre celle-ci et on n'a pas forcément d'alternative. Donc voilà. Par exemple, pharmacologie et cognition, on a le choix avec aide au développement, maintien et récupération des fonctions cognitives. Mais on nous dit très fortement que c'est mieux de prendre de pharmacologie et cognition. Et effectivement, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. C'est des CM donc, sur la pharmaco, donc l'histoire des médicaments, des neurotransmetteurs. On a aussi des cours sur le sommeil et sur les addictions aussi. Donc c'est intéressant. Ça permet quand même d'avoir des bases en pharmaco qui sont importantes. Ensuite, il y a une option, donc c'est neurosciences cognitives. Donc celle-ci, vous êtes obligé de la prendre. Donc je vous le dis parce que sur la plaquette c'est écrit comme des options, mais en réalité vous êtes obligé de les prendre. Donc neurosciences cognitives, c'est mutualisé avec le parcours Sciences Co fondamentales et appliquées. Ça se passe sur 3 jours dans le semestre. Donc le matin il y a une conférence et l'après-midi on doit faire un travail de groupe sur des questions par rapport aux conférences. Donc c'est intéressant aussi. Et ensuite la dernière option c'est méthode de création d'outils, d'évaluation et de remédiation. Donc ça, c'est un TD où on crée une expérience sur OpenSesame. Donc c'est un logiciel pour créer des expériences sans réellement programmer. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a un cours de compétences professionnelles. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet quand même de voir une autre facette de la recherche, c'est-à-dire tout ce qui est recherche de financement, aussi comment faire un CPP, etc. Voilà. Et comment diffuser des résultats scientifiques, tout ça. Et aussi, chacun va présenter son stage pendant une séance.
Sinon, il y a des cours d'anglais, donc classiques, mais c'est pas mal parce que c'est très appliqué, c'est-à-dire ça va être comment rédiger un CV, une lettre de motivation et comment présenter ses résultats en anglais, etc. Voilà. Oui, je vais vous montrer ça pour voir un peu comment étaient répartis les cours. Donc c'est assez surprenant, c'est vrai. Il y a que 6 semaines de cours au premier semestre, dont 3 semaines à Lyon, 4 semaines à Lyon du coup, et 2 semaines, une semaine à Toulouse et une semaine à Grenoble. Et donc entre ces semaines de cours là, vous avez pas cours, mais c'est pas les vacances, il y a quand même toujours des choses à faire, donc des dossiers ou quoi. Puis vous faites pas avoir, commencez direct à faire des fiches, etc. Surtout pour les grosses semaines où il y a des confs pendant toute la semaine. C'est très dur de tout assimiler, donc n'hésitez pas à directement faire des fiches, voilà. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais c'est réparti comme ça parce que dans la promo, il y a des cliniciens, justement, il y a des internes en psychiatrie ou des choses comme ça. Du coup, je pense que c'est pour qu'ils puissent continuer à travailler à côté. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, la promo est assez variée. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, donc c'est intéressant. Voilà. Et du coup, pour le stage de M2, donc c'est un peu spécifique pour ce parcours. Il me semble pas que c'est la même chose dans les autres parcours du master sciences cognitives. Mais il faut trouver son stage le plus tôt possible, vraiment, genre dès la rentrée, ils nous demandent si on a trouvé un stage, donc commencez, si vous êtes en M1, commencez dès la fin de votre M1, là, et voilà. Ou pendant l'été ou quoi, mais après, c'est très 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 grave si vous n'avez pas votre stage en septembre, mais c'est vrai qu'au moins vous l'aurez, ce sera fait, et puis voilà, parce qu'ils mettent la pression dès le départ, donc c'est vrai que c'est mieux de l'avoir le plus tôt possible. Puis dès octobre, on a des cours où on doit présenter notre stage, donc si vous n'avez pas de stage, c'est embêtant. Pour les critères du stage, donc il doit faire minimum 8 semaines, mais pour un stage de M2, c'est quand même mieux qu'il fasse plus, je pense. Donc si vous trouvez plus, c'est mieux. Moi, par exemple, le mien, il fait 5 mois. Ouais, 5 mois. Donc voilà. Et oui, ils sont assez exigeants sur le sujet, parce que le stage va être évalué aussi par les responsables de Grenoble et Toulouse. Et du coup, en fait, le stage doit comporter soit de la clinique et de l'imagerie. Donc voilà, vous pouvez pas faire un stage que sur des sujets sains, ça va pas. Il faut qu'il y ait de la clinique et de l'imagerie, donc voilà, ils sont assez exigeants sur ça. Mais pour ça, vous serez pas mal guidés, vous en reparlerez plusieurs fois et tout dans le semestre, donc ça ira, ça devrait aller. Et donc moi, je le fais à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud, avec Léon Tremblay, sur l'étude des mécanismes cognitifs de l'évitement alimentaire chez les patients d'anorexiques de forme restrictive. Je le fais avec Astrid, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser aussi. Voilà, donc moi tout se passe bien, je pense que j'ai eu de la chance, j'ai un stage qui se passe très bien. Ça me permet vraiment de voir la réalité, quoi, tout ce qu'on ne voit pas en cours, et puis ça change tout quand on doit faire vraiment un projet de A à Z, c'est plus pareil, mais c'est vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire des stages, ça vous permettra de vous rendre compte si vous êtes fait pour la recherche ou pas, je pense que vous le saurez tout de suite. Donc voilà. Et oui, du coup, le stage doit obligatoirement être fait en recherche. Pour les débouchés. Donc, comme vous l'avez compris, je pense que c'est un master recherche. Donc, si vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire de la recherche, je ne vous conseille pas de faire ce master. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tenter et puis vous verrez bien. Mais c'est vrai que tous les cours sont tournés vraiment, vraiment recherche, quoi. Donc voilà. Pour pouvoir faire de la recherche, après vous pourrez donc poursuivre en thèse. Mais donc ça peut être de la recherche en labo, mais aussi en entreprise. Il y a une personne dans ma promo là qui fait son stage en entreprise. Donc c'est tout à fait possible aussi si vous arrivez à trouver une entreprise qui fait des neurosciences. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Justine, c'était super clair. Y a pas, je crois qu'il y a quelques questions, mais de toute façon, on essaie de respecter un planning assez strict pour que ça empiète pas sur tout le monde. Donc, je vais passer la parole à Arthur qui est au prochain intervenant. Et merci beaucoup, Justine, pour ta présentation. C'était super clair. Nickel. Ok, ça marche. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à vous d'organiser ça aussi. C'est
vraiment top. Je pense que ça va en aider plus. Bah, je te passe la parole, Arthur, du coup. D'accord, bah merci. Donc on va passer tout de suite à la présentation de JM. JM, est-ce que tu es prêt? Ouais, j'essaie de vous partager mon écran. Ok, bah parfait, tu peux te lancer dès que tu es prêt. Ok. Eh bien, bonsoir à tous et merci à Stigma pour cet événement. Alors, comme Justine, j'ai fait mon M1 à Lyon et comme Marie qui va parler juste après moi, j'ai fait mon M2 à Nancy. Donc je vais pas beaucoup parler des contenus, je vais plutôt essayer de vous dire comment moi j'ai fait mes choix en master et comment j'ai ressenti mes cours de M1 et de M2, mais pas forcément décrire leur contenu de manière très détaillée. Donc voilà, j'ai commencé ma formation par une licence MIAGE parcours sociaux et après seulement je me suis orienté en Sciences Co, donc j'ai fait ma licence à Nancy, mon M1 à Lyon et mon M2 à nouveau à Nancy. Et nous, ce que je voulais commencer par dire, c'est que depuis que je suis arrivé en Sciences Co, donc je suis assez convaincu que c'est dans ce domaine-là que je travaillerai. Et donc je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y en a peut-être qui se demandent est-ce qu'ils vont rester en Sciences Co ou faire autre chose. Moi, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas du tout le cas. Moi, je savais que je voulais faire des Sciences Co et mon but, c'était de trouver le master du Sciences Co qui me convient le mieux et pas de trouver réellement ma voie, quoi. J'avais l'impression d'avoir déjà un peu passé cette étape qui est importante et qui parfois même avant de commencer son master est pas encore arrivée. Donc voilà, j'avais principalement 3 objectifs. Je voulais faire plus de psycho, plus de neuro, parce que comme l'a décrit Justine juste avant, voilà, on avait une licence qui était plutôt tournée info. Je voulais plutôt faire des sciences co appliquées Sciences co fondamentales. Et je voulais pas être UX designer. En fait, c'est plutôt web designer que je devrais dire, mais à l'époque, c'était l'image que j'avais de l'UX designer, c'était simplement celui qui fait les interfaces d'un site web et je voulais pas faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que il fallait que je change d'endroit. Donc voilà, j'ai découpé ma présentation en 4 parties. Comment j'ai cherché mon master, ce qui était important pour moi à l'époque, comment j'ai fait mon choix. Rapidement mon parcours, mes ressentis, mes feedbacks, donc comment je pourrais vous conseiller de chercher votre master maintenant que je l'ai fini et que je regarde un peu comment je me suis débrouillé. Et pour finir, et après, bah, à quoi me sert mon master, à quoi pourrait vous servir votre master. Donc mes critères de recherche, ça rejoint un peu ce qui était juste avant, mais ça vous donne aussi les endroits que j'avais en tête pour chacun de mes critères. Donc le premier qui était de faire des Sciences Co appliquées, les formations qui me paraissaient les plus adaptées, c'est celle de Lyon, donc de Lyon 2, celle de Lille, celle de l'université de Bordeaux, celle de l'ENSC, donc qui est l'École nationale en cognitique, qui est aussi à Bordeaux, et donc le master de Nancy, qui était la suite de ma licence. Mon deuxième critère important, c'était de pouvoir choisir mes cours, ou du moins en partie. Et ça, c'est ce que moi j'ai ressenti comme possible dans le M1 de Lyon. Comme Justine l'a dit juste avant, il y a quelques cours qui sont au choix. Et dans le Cogmaster à Paris, mais qui m'intéressent pas réellement, voilà, pour d'autres raisons. Troisième critère qui était important, comme l'a dit au début Anthony, bah lui il se plaisait bien à Lyon. Bah moi à Nancy j'avais envie un peu de bouger. Voilà, j'étais à Nancy, j'avais envie de voir autre chose. Donc un de mes critères c'était d'aller voir ailleurs. Et Lyon et Bordeaux, c'est des villes qui m'attiraient, donc ça faisait aussi partie de mes critères. Et enfin, bah, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, je voulais faire plus de psycho, de neuro cognitive. Et voilà, ça me paraissait le plus adapté à Lyon avec mon parcours et ce que je pouvais faire. Donc voilà, ce qui ressort, ce qu'on voit à peu près sur tous mes critères, c'était que Lyon, c'était le choix le plus évident. Et bah, donc j'ai fait ce choix avec un dossier qui était pas franchement dingue en termes de notes. Donc voilà, comme j'y mets dans mon dossier, j'avais un relevé plutôt moyen, mais j'avais blindé de lettres de recommandation pour combler un peu, que j'ai demandé à des profs. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille de faire, que ce soit soit des profs qui sont pertinents par rapport au master où vous voulez aller,
Donc si vous voulez être dans un master plutôt IA, que vous avez fait une formation en psycho, bah, demandez à vos profs de programmation ou ce genre de profs plutôt de vous faire une lettre, ou des profs avec qui vous entendez bien, ou avec qui vous avez des bonnes notes, à qui vous avez parlé de votre projet et qui pourront écrire un truc qui vous aidera. Ça, c'est important. Les gens qui font des choix pour les sélections en master sont des profs. Et quand des collègues leur écrivent pour leur dire qu'un étudiant a un projet et qu'il est cohérent et que ça serait bien de le prendre, bah, ça compte pour eux. Donc, l'aide de recommandation, c'est important, surtout si vous êtes un peu dans mon cas, que vous avez forcément des notes très élevées et que vous pensez que votre dossier en termes de notes est pas ouf. 2e point de mon dossier qui était important pour moi, c'était d'avoir des stages. J'avais déjà 2 stages, un qui était obligatoire à la fin de ma licence, qui est probablement le stage le plus important que j'ai fait. C'était un stage obligatoire de 3 mois, donc c'était quand même pas mal, avec une rémunération donc obligatoire, c'était la première fois. Et voilà, c'est un stage qui est beaucoup plus qu'un stage de découverte, c'est un stage qui vous aide beaucoup à trouver votre master. Et j'avais fait un 2e stage juste après dans la foulée, dans l'été, pour renforcer ma candidature aussi. Donc voilà, c'est des éléments que c'est ce que moi j'avais en tout cas comme point fort, au moment de ma candidature. J'avais pas spécialement, des bonnes notes. Hem Donc comme je disais, c'est ma première année d'études à Lyon. Alors j'ai découpé en 2 parties, les plus et les moins de la partie formation que moi j'ai retrouvée et les plus et les moins de tous les à côté, en fait. Parce que je trouve toujours que enfin on va dans une formation, mais on est formé par tout un environnement et il y a des choses qui sont importantes aussi à prendre en compte à côté. Donc premièrement, le mémoire de M1, alors c'est ce que Justine a décrit comme un stage. Moi je dirais que c'est pas réellement un stage parce que, ça dure toute l'année, mais il faut savoir que vous serez pas rémunéré si vous enfin à Lyon, ce stage-là, c'est pas un stage où vous êtes rémunéré, ça dure toute l'année, mais, le temps total calculé fait que c'est moins que si vous faisiez un stage de 3 mois, de suite. Donc c'est important et mon stage donc comme disait Justine, il y a une liste de sujets qui est proposée et dans la liste qui était proposée, le seul qui m'intéressait à peu près, c'était un sujet de neuromarketing. Donc c'est celui auquel j'ai candidaté et on a été pris avec, mon binôme et avec d'autres binômes aussi parce qu'on était trop. Hem et hem Et donc voilà, c'était un des points forts de l'année parce que, bah, c'est le projet que vous menez sur toute l'année donc forcément ça sera si vous faites ce master, votre stage, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est ce que sûrement vous ressortirez le plus de cette année-là, c'est, cette année parce que ça vous forme à la recherche, vous êtes en équipe, c'est un projet sur un peu plus de long terme, vous êtes, encadré par un chercheur de manière, quasiment individuelle, ou presque. Donc voilà, ça change un peu des amphis et des TD. 2e point fort de cette formation, selon moi, c'est la méthodologie de la recherche. Au-delà des intitulés des cours, vous êtes vraiment formés à être des apprentis chercheurs, que ce soit les cours de stats, que ce soit les cours de psycho, que ce soit la manière dont on vous demande de rédiger, tout est, fait pour que vous appreniez, la méthodologie de la recherche, en psychologie cognitive, en tout cas. Donc ça, j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup apporté et troisièmement, la partie cours à la carte. J'étais en bonne partie venu pour ça et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de choisir une partie de mes cours. Donc voilà, c'était, je pense qu'il y avait, 6 parmi 6 cours, on pouvait en prendre 3 et ensuite il y avait, 2 autres cours, soit projet pro, soit projet recherche, parmi lesquels il fallait prendre un des 2. Mais on pouvait assister aux 2 parce que c'était pas en même temps et que, ça se chevauchait pas donc voilà, il laissait cette liberté. Et ça, c'est vraiment un truc, cool à Lyon, qu'il y a pas forcément dans beaucoup d'autres formations. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un gros avantage et un plus que je retiens de cette année de master. Hem, v Voilà, après Justine a pas forcément détaillé pour la programmation, c'est le cours, qu'elle a dit. Si vous avez jamais fait de programmation, c'est pas forcément, indiqué. Neurosciences, bah, faut avoir envie de lire des articles parce que c'est le but. Vous avez déjà un cours au M1 qui est obligatoire sur ça. Le cours au M2, c'est la même chose en fait. Donc, faut avoir envie de lire et analyser des articles, scientifiques. Et le cours de neuromarketing, si vous avez déjà fait la licence à Lyon, je vous conseille pas de le prendre parce que c'est un peu une répétition, mais si vous l'avez jamais fait, ça et que vous arrivez en master à Lyon, bah, voilà, c'est une découverte donc, moi je trouvais ça intéressant. Il y a pas forcément beaucoup de masters en France qui font un cours là-dessus donc, voilà, je le garde en plus.
Sur les mois, je me suis demandé si j'étais pas dans un master de psychologie cognitive. J'ai l'impression d'être en master psycho, parcours psychologie cognitive. Alors que moi, je voulais être en Sciences Co et rester dans un truc assez pluridisciplinaire. Alors c'est pas forcément que les matières qui sont effectuées, mais c'est aussi, qui vous fait les cours et ça rejoint un peu le point méthodologie de la recherche, comment on vous fait les cours. Et bah, dans un master, recherche, avec principalement des cours de psycho-cognitive et ben, voilà, ça fait que les cours de programmation, bah, ils sont donnés par, des profs de psycho où on vous refera pas les bases. Ça donne que, tous vos cours sont orientés pour, une méthodologie de la recherche. Ça donne que, voilà, ça donne cette enfin, j'avais l'impression d'être dans un master, psychologie cognitive et il y a pas mal d'aspects, je sais pas, techniques, qui me manquaient un peu, de ma formation à Nancy. Ça après ça rejoint le point, le fait que ce soit dans une grande fac, j'ai l'impression qu'il y avait des cours magistraux, des TD à l'infini, toujours ce même schéma et arrivé en master, en tout cas quand on a un peu une idée de ce qu'on veut faire après, je trouve que c'est un peu trop quoi. Voilà, donc ça me plaisait pas trop et puis finalement c'était plus fondamental qu'appliqué. Donc un peu comme, ce qu'a décrit, Justine en M2, c'est un peu la tendance du master quel que soit le parcours. Voilà, je vois que je déborde un peu sur le temps, donc je vais accélérer. Les plus, bah, c'est les à côté. Voilà, que ce soit, l'asso dans laquelle j'ai participé, le fait que le campus soit grand, la ville de Lyon, le fait de rencontrer des gens, je trouve que c'est toujours important et moi, c'est ce que j'ai aussi retenu de cette année-là et en moins, au final, ce qui m'a aussi poussé à partir, c'est que, je devais travailler à côté des cours, ce que j'avais pas forcément prévu, anticipé et qui me plaisait pas trop. Voilà, j'avais pas envie de continuer à faire ça. Et c'était difficile de se projeter sur le M2 parce que, les M2 qui étaient, à l'époque une année au-dessus de moi, avaient pas l'air forcément très satisfaits de leur année. Donc voilà ce qui m'a poussé à changer de master. J'étais assez frustré, déçu de mon M1. Je comprenais pas réellement si en M2 ça allait être mieux ou pas. J'avais peur d'être, considéré comme un sous-psycho, un sous-psycho en fait, de faire juste de la psycho cognitive, mais en moins bien que quelqu'un qui a fait une formation en psycho. Et puis surtout, il y avait l'opportunité de faire une alternance à Nancy, ce que je suis allé faire, donc l'année d'après. Donc, une année en alternance, c'est une année complète, donc 12 mois avec, un «salaire» entre guillemets. C'est beaucoup plus qu'un stage, mais c'est un peu moins que le SMIC, mais bon, c'est pas négligeable. Ça me donne un poste où je vais travailler pendant une année, ça me donne plus de chances d'avoir un poste ensuite, en tout cas c'est ce que j'imaginais et il y avait un risque moindre puisque je revenais dans une ville que je connaissais déjà. Donc voilà, ma deuxième année de master m'arrive où par un peu des mêmes choses, mais voilà, il y a pas mal de méthodologies de projet, l'encadrement est top. Par contre, les cours sont pas flexibles. C'était la première année qu'il y avait de l'alternance, donc il y a pas mal de cafouillage autour de ça. Personnellement, il y a peu de cours qui m'intéressaient toujours parce que, bah, je savais de mieux en mieux ce que je voulais faire, donc il y a que quelques cours que j'ai listés là qui m'intéressaient et bah, dans les plus, forcément, le fait d'être en alternance, ça veut dire un mois sur 2, j'étais, dans une entreprise où, bah, je travaillais concrètement et ça change beaucoup. Ça fait plaisir, de voir ce qu'on est capable de faire en vrai. Bah, l'IDMC, c'est un environnement d'enseignement qui est plutôt cool, voilà, il y a pas beaucoup de monde, les profs sont assez proches des élèves, accessibles, c'est cool. Il y a un amphi, c'est pas réellement un amphi, c'est une salle de classe finalement, donc vous pouvez parler facilement à tout le monde et donc les moins de l'environnement, de l'IDMC, c'est que, bah, il y a peu d'opportunités de job à Nancy, en soi et la promo, je sais pas pourquoi, il y a un pessimisme ambiant où tout le monde pense qu'on peut rien faire donc voilà, je trouve que c'était pas très cool donc mes recommandations pour vous, pour choisir votre master, je les ai classées. Donc la 1re en fait, c'est d'essayer d'avoir un projet pro. Alors il est pas obligé d'être hyper établi, mais viser plutôt un secteur d'activité, un métier et à partir de ça, regarder les formations qui sont les plus adaptées. Deuxièmement, quand vous êtes en formation, l'UFR ou l'institut où vous êtes, bah, c'est primordial en fait. Un master en sciences cognitives dans un institut de psycho, c'est pas la même chose qu'un master en sciences cognitives dans un UFR maths info. Parce que ça rejoint mon 3e point, l'environnement sera pas le même. Les labos, qui y seront rattachés seront pas les mêmes. Les profs qui vont vous donner cours, auront pas les mêmes formations et c'est ça qui vous donne, la différence entre la plaquette et les cours réels. C'est, d'où viennent les profs qui vont, me donner, ces cours. Donc voilà, donc pour moi, c'est seulement au 4e point que, le listing des cours peut être intéressant pour voir s'il y a des cours qui vous intéressent plus ou moins. Regardez s'il y a beaucoup de CM, de TD, beaucoup de moyens de moments où vous choisissez vos cours vous-même ou pas. Voilà, c'est simplement à ce moment-là que je mettrai, l'importance des cours. Ensuite les rencontres, bah, pour choisir votre master, discutez le plus possible avec, les gens qui sont dans les masters qui vous intéressent.
Et enfin, vous choisissez pas que un master, vous choisissez aussi un lieu de vie. Donc, partir dans un endroit paumé parce que le master est parfait, mais que vous serez tout seul et vous connaîtrez tout le monde, c'est pas forcément l'assurance de réussir votre formation et de vous ennuyer à côté. C'est peut-être aussi plus compliqué, d'avoir un master qui nous plaît quand on fait ce choix. Voilà, et après, je vais pas trop répéter ce qui s'est dit. En recherche, c'est assez connu. En entreprise, vous pouvez un peu tout faire. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous ferez comme stage, notamment. Vous pouvez aussi faire d'autres études. À partir du moment où vous avez un master, vous pouvez accéder postuler en tout cas à n'importe quel M2. Et vous pouvez aussi sortir des Sciences Co, c'est toujours possible, même sans refaire d'études. Donc voilà. Désolé pour le timing. Il n'y a pas de problème, tout était très clair. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très précise. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions de la part de nos spectateurs. Mais je vais quand même te poser une toute petite question pour les autres qui sont toujours, je le rappelle, dans le chat foire aux questions sous l'onglet Salon des Masters. Cette question, c'est qu'est-ce que tu entends par relevé de notes moyen? Alors, relevé de notes moyen, c'est que j'avais une moyenne autour de 12-13 et j'avais des très mauvaises notes et des très bonnes notes. J'avais pas toutes mes notes autour de 12-13, j'avais des notes où j'avais 6-7 parce que les cours où je m'en fous, je suis nul, concrètement, hein. Et les cours où je suis bon, je me donne et parfois j'ai des bonnes notes, parfois bof, parfois je m'arrête à 14 alors que j'ai tout donné. Voilà, j'ai jamais eu des très bonnes notes et ça a continué en master, mais voilà, il y a d'autres atouts possibles. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Je te remercie encore pour ta présentation et je passe la main à Nicolas pour la prochaine personne. Yes, merci beaucoup JM, c'était super. Du coup, je vais donner la parole à Marie, donc, qui est au Master de sciences cognitives en alternance de l'Université de Lorraine. Marie, tu es là? Oui, je suis là. Tu es là. Ok, Bonjour je vais te laisser la parole alors. Yes, alors je partage mon écran. Normalement, vous devez voir. Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon. Du coup, voilà, moi c'est Marie Enfant et je suis sur la fin de mon master en sciences cognitives de l'IDNC, donc à Nancy. Les cours viennent tout juste de se finir la semaine dernière. Et donc là, c'est la période de stage qui commence. Voilà, je vais vous présenter le master, mais surtout mes ressentis personnels. Je vais plutôt évoquer ça d'un point de vue personnel. Du coup, je sais pas s'il y a un stage qui est passé. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens d'autres endroits que Lyon, mais je vais surtout parler en tout cas pour mon point de vue d'étudiant de licence de Lyon. Déjà car c'est organisé par Estigma, donc voilà. Et aussi parce que comme c'est là-bas que j'ai fait ma licence, je parle de ce que je connais. Du coup, pour commencer, pour les admissions rapidement, je voulais vous donner un petit conseil. C'est pour la lettre de motivation. Pensez bien à indiquer votre projet professionnel, même s'il est en construction, même s'il n'est pas forcément défini. C'est pas obligé qu'il soit définitif et que vous soyez emprisonné dans ce projet professionnel, mais juste les enseignants veulent savoir que vous êtes bien là où vous voulez pour une raison et que vous n'êtes pas perdu sur votre chemin. Surtout pour des étudiants de Lyon qui sortent de la licence Sciences Co et qui sont un peu, entre guillemets, fragiles par rapport à toutes les matières de maths, informatique, etc. Donc voilà, bien indiquer la direction de votre projet professionnel. Et dire aussi que vous êtes vraiment motivé à apprendre même dans les matières où vous serez en difficulté. Parce que je pense que c'est obligé qu'il y ait des matières où vous serez en difficulté. Donc montrez que vous êtes vraiment là pour une raison, que vous êtes intéressé, que vous êtes curieux, que vous voulez apprendre par vous-même. Voilà. Rapidement, pourquoi j'ai choisi ce master-là, moi, c'est parce que je voulais pas faire de recherche. Et en sortant de la licence de sciences cognitives de Lyon, le master Sciences Co, ça avait l'air d'être vraiment plus orienté en recherche. Et donc, j'ai choisi le master de Nancy parce que c'était celui qui avait l'air le plus orienté, professionnalisant, là où il y avait vraiment des Sciences Co appliquées. C'est ce que je pensais en tout cas à l'extérieur. Et c'est pas vraiment faux, enfin vous verrez plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce master-là. Et donc voilà. Prochaine étape. Donc une fois que vous avez été admis, déjà bravo à vous, je vais vous donner un conseil qui, je pense, est à prendre très sérieusement.
Vraiment dans la mesure du possible. Et je dis encore une fois ça, surtout pour les étudiants qui sortent de la licence Sciences Co de Lyon. Mais préparez-vous au maximum. Déjà, normalement, quand vous êtes inscrit administrativement, il vous donne accès à la plateforme Arch, où vous avez accès aux cours de L1. Et c'est ces cours de L1 Miège qui vous donnent pour vous préparer au master, pour rattraper votre, entre guillemets, retard. Et essayez aussi, si vous avez fait une terminale S, de reprendre vos cours. Moi, je l'ai pas fait parce que je pensais pas, mais je pense que ça m'aurait bien aidé. Donc voilà. Et ensuite aussi, au début de l'année, normalement, ils font une remise à niveau avec des cours qui reprennent les bases, ou enfin, ce qu'ils appellent en tout cas les bases, en maths, en informatique, etc. Donc, allez-y de manière impérative, vraiment. Il faut aller à ces cours de remise à niveau, parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre. Enfin, de réussir à comprendre quelque chose plutôt. Rapidement, en ce qui concerne les cadres, bon, ça a déjà été dit, mais du coup, l'IDMC, c'est un cadre plutôt sympa. C'est un UFR un peu indépendant de l'Université de Lorraine, puisque c'est dans des bâtiments un peu à part, où il n'y a que 2 instituts, donc l'IDMC et l'IAE. Donc c'est une petite fac à taille humaine, et il y a vraiment, vraiment une ambiance école, contrairement au gros campus, par exemple, de Lyon 2, où on est, je sais pas, 10 000, 20 000 dessus, enfin, j'ai pas vraiment d'idée, mais voilà. C'est vraiment différent. Et aussi, du coup, les profs, comme on est beaucoup moins nombreux, c'est des petites promos. En master, on est entre 30 et 35 peut-être. Du coup, les profs, ils sont vraiment disponibles, vraiment à notre écoute. Donc, si vous avez besoin d'aide, etc., ils sont contents de vous aider. Mais ils sont pas non plus sur votre dos. Donc, ça, c'est cool parce que j'avais un peu peur de revenir dans une ambiance un peu lycée où tu as un suivi hyper poussé des profs, mais pas du tout. Tu restes quand même dans un cadre de fac. Donc voilà. Et petite précision, je sais plus si ça a été dit, mais il y a, comme le master est en commun avec le master traitement automatique des langues, qui est un master international, il y a une bonne partie des matières qui sont en anglais, données par des profs français, mais qui sont en anglais quand même, donc c'est à savoir. Pour l'évaluation, parce que c'est important quand même, il faut savoir que il y a quelques examens sur table, mais vraiment pas beaucoup. Pour la plupart des matières, il faudra faire des projets et le plus souvent en groupe. Donc vraiment, oubliez les sessions de partiels où il y a toute une période de l'année qui est banalisée. Vous avez 10 partiels en 2 semaines, ou je sais pas quoi. Là, c'est pas du tout ça. Quand il y a des partiels, ils sont un peu soit étalés sur l'année, ou soit ils sont à une période, mais c'est vraiment pas pareil, quoi. Ils sont pas, et il y en a pas beaucoup aussi, surtout. Parce que comme je disais, c'est surtout des projets, et surtout des projets de groupe. Donc pour ça, je sais que quand on connaît personne, c'est pas évident, mais dans la mesure du possible, essayez de vous mettre avec des gens sérieux, que vous savez qu'ils bosseront, parce que sinon, voilà, quand c'est ce que ça donne. Donc voilà. Petit point pour la suite. Pour l'alternance, donc je crois que c'est un des rares masters Sciences Co en France qui se fait en alternance. Je vous ai mis le planning de la première année de master de cette année. Et du coup, l'alternance, ça a un impact à la fois sur les alternants, mais aussi sur les non-alternants. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des périodes de cours et des périodes de pas cours. Donc, quand t'es alternant, t'alternes l'entreprise et les cours, et quand t'es pas alternant, il y a 4 semaines où t'as pas cours du tout, ou presque pas de cours. Et du coup, pendant ces 4 semaines, t'as un projet tutoré, comme une sorte de mémoire, où t'es censé travailler dessus pendant les 4 semaines. Donc voilà. Du coup, comme j'ai fait les deux, j'ai fait mon M1 en n'étant pas alternante et le M2 en étant alternante. Donc j'ai pu comparer les deux, et les deux ont clairement leurs avantages et leurs inconvénients. Donc par exemple, quand t'es pas en alternance, c'est clairement plus tranquille. Tu travailles quand même beaucoup moins, parce que pendant les 4 semaines de pas cours, t'es pas en 35 heures sur ton projet tutoré, quoi. C'est plus cool.
Mais faut quand même bosser dessus. Et normalement, dans plus ou moins toutes les matières, tu es censé avoir plus de travail que les alternants. Enfin, plutôt les alternants sont censés avoir moins de travail que toi avec. Voilà, c'est un peu pareil. Et quand tu es alternant, du coup, c'est vraiment très dur le rythme. Tu t'arrêtes jamais. Quand tu es en cours, tu as hâte d'être en entreprise pour, entre guillemets, souffler un peu et avoir moins de devoirs à rendre. Mais en même temps, quand tu es en entreprise, tu as aussi hâte de retourner en cours parce que bosser en alternance, c'est parfois très difficile selon là où tu es et ce que tu fais. Donc voilà. Mais à savoir que malgré ce que disaient les profs aussi, quand tu es en alternance, tu dois aussi bosser sur les périodes d'entreprise. Tellement il y a de devoirs à rendre et de trucs à faire. Donc tu peux pas dire c'est bon, là je vais en entreprise, j'ai plus de devoirs. Non, c'est pas fini, ça s'arrête jamais. Donc voilà, faut en avoir conscience que c'est beaucoup de travail. Après, ceci dit, je conseillerais quand même l'alternance. Déjà pour l'expérience professionnelle que ça apporte, qui est clairement non négligeable. Et aussi le salaire, autre chose qui est non négligeable aussi. Mais il faut vraiment être prêt à beaucoup travailler. Et du coup, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, là, que l'année vient de se finir, c'est aussi à savoir que le stage commence que fin mars, début avril. Donc, ça change un peu des autres formations. C'est à savoir. Alors, mon ressenti vraiment personnel. Beaucoup de choses à dire. Donc, pour être honnête, ça a été vraiment très, très dur pour moi. J'ai pas forcément bien vécu ce master pour plusieurs raisons. Déjà, comme je disais, il y a énormément de travail tout le temps. À part au début de l'année, en septembre-octobre, ça va. Mais dès le mois de novembre, il y a tout qui te tombe dessus. T'as 10 000 choses à faire, à rendre, et tu te retrouves à crouler sous les projets. Donc c'est difficile. Ensuite, j'ai beaucoup galéré parce que il y a c'est très orienté maths informatique quand même. C'est clairement un master MIH. Donc même si au début j'étais hyper motivée, j'ai suivi la remise à niveau et tout. Mais même ça, même à la remise à niveau, pour vous dire, j'étais paumée. Donc c'était assez mal parti. Donc je vous laisse imaginer pour la suite du master pendant 2 ans, ça a été une horreur. Je comprenais rien. D'ailleurs, autre point, les matières, il y avait des matières difficiles même en dehors des maths et de l'info, et des matières pour lesquelles c'était difficile même pour les gens qui avaient fait leur licence MIH à Nancy. Donc vraiment, c'était hyper difficile. Et du coup, avec tout ça, c'était très dur. Non seulement tu es surchargé de travail, mais en plus, vraiment, il y a littéralement la moitié des matières où je comprenais pas un seul mot. Donc, c'était sportif. Donc, globalement, ça a été une expérience plutôt négative pour moi. Mais il faut quand même souligner qu'il y a eu des cours vachement intéressants, que j'ai beaucoup appréciés. Et pour ces cours-là, d'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir fait ce master. Donc maintenant, en ce qui concerne des avis plus généraux et moins personnels, donc c'est un master qui est très 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 diversifié, de l'IA, la psycho, en passant par la création de jeux sur Unity, la conception pédagogique, de la fouille des données, du web, vraiment très varié, donc toute la richesse des Sciences Co. Et perso, je trouve que c'est même trop diversifié et qu'on voit trop de trucs différents mais en surface, et du coup on est expert de rien. Et ça d'ailleurs, je me rappelle, c'était quelque chose qu'on m'avait dit quand j'étais à votre place et que je cherchais un master. On m'avait dit exactement ces mots-là, et moi je m'étais dit bon, ok. Et puis finalement, maintenant que j'ai pu l'expérimenter par moi-même, c'est exactement ça en fait. On a l'impression de rien savoir, et en tout cas pas assez pour être embauché en entreprise. Et en réalité c'est faux. La force des Sciences Co, comme on le dit, en tout cas, c'est qu'on a un peu des couteaux suisses entre guillemets. On sait faire plein de choses et donc on est très utile en entreprise. On nous dit qu'on a des profils ingénieurs et qu'on acquiert plutôt une manière de penser et de résoudre des problèmes plutôt que des compétences spécifiques. Donc voilà, très rapidement, pour les débouchés, je vous ai remis ceux qu'il y a sur le site. Mais je voulais juste vous dire que en réalité, comme je disais, en fait, comme c'est une formation très multidisciplinaire, on a un peu des couteaux suisses, passe-partout. Donc il y a beaucoup plus de débouchés que ce qui est marqué ici. Donc par exemple, pour avoir quelques idées, il y en a qui font de leur start-up, d'autres qui font de la com ou du marketing, de l'administration, qui travaillent dans la fonction publique, par exemple à l'INSEE. Vraiment plein de choses. Et d'ailleurs, il y a 2-3 ans, l'association ECOS, qui est l'asso des Sciences Co de Nancy, a fait un registre des alumni du master. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail dans la slide après. Et je vous l'enverrai.
Voilà, je vous l'enverrai. Et donc, pour finir, voilà, pour la petite conclusion générale, perso, je regrette pas d'avoir fait ce master, même si ça a été hyper dur et ça m'a mis à rude épreuve. Il y a quand même des matières qui étaient super cool et surtout, je pense que j'aurais pas forcément pu trouver mieux ailleurs. J'ai réussi du coup à en tirer des choses et ça m'a donné un aperçu de certains métiers dont j'aurais jamais eu idée quand j'étais en formation à Lyon, comme par exemple l'ingénierie pédagogique, la gamification, ce genre de choses. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait et d'avoir vu autre chose aussi. Parce qu'il y a des compétences que j'ai pu avoir à Lyon et qui étaient complémentaires de celles du master de Nancy. Donc au final, je regrette pas cette fois. Donc pour le petit mot de la fin, je vous dirais, croyez en vous, surtout ayez un projet en tête, travaillez régulièrement et surtout bon courage. Voilà, j'ai fini et dans les temps, heureusement. Merci beaucoup, Marie, c'était super clair et je pense que ton expérience va aider beaucoup de gens du coup. J'espère. Et du coup, on a quelques questions pour toi. Par exemple, on a Aurore, je crois, qui demande est-ce que tu penses qu'un bon niveau en info et maths en L1 MIH suffit si elle arrête MIH pour la L2 et la L3? Alors ça suffit, oui. Je pense que comme moi en fait, je suis partie de pas du tout de MIH, j'y suis arrivée, donc je pense que tu y arriveras. Après, je pense que comme moi, forcément, tu auras quelques difficultés, tu auras des choses à rattraper. Donc je pense que c'est possible, oui, mais non sans difficulté. Ok. J'espère que ça t'aura aidé, Aurore. Et il y a Lucas qui nous il y a Lucas qui nous demande si c'est pas indiscret, quel débouché t'as choisi après ton master à Alors, l'IPLC? ouais. Alors, je suis pas encore très au clair pour le coup pour mon projet professionnel. Là, je suis en alternance, je fais de l'UX design, de la gamification, ce genre de choses. Et je pense peut-être m'orienter après dans la conception pédagogique, ce genre de choses. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'était super cool. Et pour ceux qui auraient des questions ou les questions peut-être qu'on n'a pas le temps auxquelles on n'a pas le temps de répondre, je pense que Marie, tu seras contente d'y répondre dans la foire aux questions. Bien Et sûr. merci à toi en tout cas. C'était super. Merci à vous. Du coup, je vais laisser la parole encore à Arthur et au prochain intervenant. Il y a une dernière question, c'est est-ce que quand on a une licence en sciences du langage, on peut intégrer Nancy et Lille? Donc Lille va être présentée un petit peu après, mais est-ce que Marie, tu as des informations sur ça? Oui. Du coup, donc dans ma promo, il y avait des gens qui sortaient de sciences du langage, donc c'était un peu pareil que moi, un peu paumé sur tout ce qui est maths info et tout, donc ils avaient beaucoup de choses à rattraper. Après, ils n'étaient pas forcément plus en difficulté que moi, donc oui, ça se fait, sans souci. Ok, super, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis on posera toutes les questions répondues aux profs dans questions répondues si vous avez raté des réponses. Je rends la parole à Arthur. Ouais, merci. Merci encore pour cette présentation, Marie. Nous passons tout de suite à celle de Léa. Est-ce que Léa, tu es prête? Ah, il semblerait qu'on ait peut-être un petit problème dans les intervenants. On m'a dit qu'elle a une petite galère niveau connexion ce soir. Veuillez nous excuser pour ce petit désagrément. Désolée, je suis revenue. Je sais pas si vous voyez mon écran. Ça va fonctionner. Bon, dès que tu es prête, tu peux y aller. Hein. Tu es dans les temps, ne t'inquiète pas. Je sais pas si vous voyez mon écran. Juste Oui. dites-moi ça. Oui, Léa, on voit ton écran, c'est tout. C'est bon, on voit. Merci. Merci. Bonjour. Donc moi, je suis venue pour vous présenter le Cogmaster. Je suis donc Léa et je suis actuellement M2 Cogmaster Spéneuro. Donc vite fait mon parcours. J'ai fait 3 ans de prépa bio à Lille. Après, j'ai fait une L3 biomed à l'Université de Paris, donc Feu Descartes. Ensuite, je suis entrée en M1 au Cogmaster en spécialité neuro. J'ai arrêté 1 an pour faire une césure et faire des stages en laboratoire. Et là, je suis actuellement en 2e année au Cogmaster. Quelques généralités, à savoir, le Cogmaster, il est co-organisé par 3 universités. Donc le HESS, je sais pas si vous voyez ma souris, j'espère.
le HESS, l'Université de Paris et l'ENS. L'objectif premier de la formation, c'est de former des scientifiques en sciences cognitives, donc avec une base commune dans les 6 disciplines des sciences cognitives et avec une forte connaissance dans une majeure. Donc c'est un master qui est très interdisciplinaire et depuis quelques années, les cours sont quasi entièrement en anglais, mais bien sûr la langue de l'évaluation est au choix. Donc les majeures, donc il y a les 6 disciplines des sciences cognitives, la philo, linguistique, sciences sociales, neuro, modélisation et psychologie. Depuis 2-3 ans, il y a l'ingénierie cognitive et de société en M2 et cette année, il va aussi arriver en M1. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est un peu les sciences cognitives appliquées. Donc voilà, ça fait 7 majeures. Pour les cours, donc en vue générale de M1, on a toujours un tronc commun et des cours de majeure, avec toujours le stage tout le long de l'année. Donc là, au S1, en fait, le but, c'est de remettre tout le monde à niveau, avec des cours d'introduction et des cours de méthodo. Donc par exemple, moi je suis arrivée en neuro, j'ai pas pris le cours d'intro de neuro, j'ai pris des cours d'intro en sciences sociales, en psychologie, en modélisation, et j'ai pris des cours de méthodologie en neuro. J'ai pris aussi en psycho et en sciences sociales, je crois, et bien sûr le tronc commun obligatoire, donc une remise à niveau en statistique et en programming. Pour le second semestre, là on a des cours plus par majeur, donc on peut prendre des cours de sa majeure par laquelle on est entré, mais on peut aussi changer de majeure, on a le droit. Si on a les prérequis pour chaque cours, on peut y aller. Donc par exemple, j'ai pris énormément de cours en sciences sociales, où j'ai pris beaucoup de culturelle évolution, et en psychologie aussi, et en modélo, alors que j'avais pas vraiment de background. Et c'est assez libre. Le Cogmaster, c'est un peu à la carte. Pour le stage de M1, donc selon votre majeur, vous pouvez avoir des stages courts ou des stages longs. Les stages longs, donc par exemple en neuro, je faisais 1 jour par semaine au S1 et 2 jours par semaine au S2. Les stages courts, c'est plus 1 ou 2 jours par semaine, mais pendant un semestre. Et par exemple, vous pouvez faire 2 stages courts dans l'année. Pour le M2, c'est à peu près la même chose, sauf que pour le deuxième semestre, vous êtes entièrement en stage. Et le principe du M2, c'est d'avoir des cours interdisciplinaires. Vous n'allez plus avoir des cours par majeur. Donc, par exemple, j'avais pris psychologie et politique publique. Ça va parler de sciences sociales, de psychologie et d'ingénierie cognitive. Action, décision, volition, ça va parler de neuro, de modélisation et de psycho. Le but, c'est vraiment que vous ayez une vue d'ensemble des domaines en sciences cognitives. Donc là, c'est pour donner un exemple de à quoi ressemblait mon emploi de temps. C'est plutôt sympa. Et donc là aussi, j'avais un stage, donc 1 jour par semaine, que j'ai divisé en 2 matinées. Donc pour le stage de M2, le premier semestre, c'est 1 jour par semaine, et le deuxième semestre, on est en temps plein. Il est obligatoire que vous trouviez un projet et votre encadrant en juin de l'année précédente, et qu'il soit accepté par le Cogmaster. La soutenance, vous pouvez l'avoir soit en juin, soit en septembre, et il est possible de faire un stage hors de Paris. Je sais que ça a l'air bizarre de 1 jour par semaine, et vous pouvez avoir un deuxième encadrant qui va vous encadrer pour le stage à Paris, et après ensuite partir hors de Paris. Pour les étudiants, donc, les promotions sont composées donc de 35 en M1 et 48 en M2. De plus en plus, on a énormément d'étudiants internationaux, ce qui fait que la plupart du temps, entre nous, on parle en anglais. Et d'où viennent les étudiants? Donc c'est des 6 disciplines de sciences cognitives. Vraiment, c'est hyper interdisciplinaire. Pour la candidature, donc vous trouvez beaucoup plus d'infos sur le site. Là, c'était vraiment le principal. Le dossier en ligne, c'est jusqu'au 30 avril 2021. Vous pouvez soit y avoir accès en M1 ou en M2, et si vous doutez, vous pouvez faire plusieurs candidatures, même si vous doutez entre plusieurs majeurs. Vous pouvez aussi candidater à plusieurs majeurs. C'est le Cogmaster qui vous dira OK, on vous voit plus dans cette majeure-là ou cette majeure-là. Ce qui est assez important dans la candidature, c'est donc l'excellence académique, la motivation, donc ça peut se voir par différentes choses, le projet ou le stage, les connaissances en Sciences Co et pourquoi le Cogmaster. Par exemple, moi dans mon dossier, j'avais des bons résultats, j'étais motivée, mais j'avais 0 connaissance en Sciences Co. Et j'avais pas trop de projets. Enfin, je pouvais définir un peu ce que je voulais faire, mais c'était un peu flou. Mais c'est passé quand même parce que je les ai convaincus en fait que moi j'étais motivée, que moi je voulais le Cogmaster et je savais que c'était ce qu'il me fallait. Donc si vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5. C'est à vous aussi de convaincre le jury à l'oral ou dans votre dossier.
Les débouchés, alors le Cogmaster, c'est majoritairement un master de recherche. Donc vos débouchés, ça va être des doctorats, d'autres études. Donc, par exemple, il y a des gens qui viennent de médecine et qui repartent ensuite en médecine ou de HEC ou des trucs comme ça. Ingénieur de recherche. Mais depuis, non, ça fait longtemps, je vais pas dire depuis quelques années, mais depuis longtemps, 2, 3. Il y a beaucoup aussi de débouchés hors université, donc industrie, start-up, data science, éducation, politique publique, conseil. Je pense que je peux vous citer 2-3 personnes dans chacune de ces catégories qui viennent du Cogmaster. Donc vous n'êtes pas obligé, on vous oblige pas à partir en recherche après le Cogmaster. Rapidement, pourquoi j'ai choisi le Cogmaster et pourquoi je regrette pas. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et ça a été un peu énervant parce qu'en fait, pendant ma césure, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que il n'y avait pas des cours par rapport à ce que je voulais faire parce que c'était trop précis. Et donc, ils ne pouvaient pas vraiment m'apprendre ce que j'allais faire plus tard. Mais en fait, c'était tellement interdisciplinaire et il y avait tellement de choses intéressantes à voir. J'ai fait énormément de sciences sociales alors que c'est pas ce que je vais faire plus tard. La modélisation, pareil, j'ai modélisé des réseaux de neurones alors que, c'est pas ce que j'ai adoré, mais c'est pas ce que je vais faire plus tard. C'est ce qui est vraiment hyper intéressant au Cogmaster. Et c'est ce qui donne aussi la liberté qu'on a en fait au Cogmaster. Ce qu'on dit et ce que même les directeurs et la directrice nous dit, c'est que tout se négocie. Vous pouvez faire un peu tout. Cette année, je voulais faire de la génétique. Et il n'y a pas de cours de génétique au Cogmaster, mais il y a des cours de génétique à Descartes, il y a des cours de génétique à Sorbonne Université. Et donc, ils m'ont dit, ben vas-y, tu prends ces cours-là et nous, on te valide ces ECTS. Et même, je crois que c'était l'an dernier, pendant le Covid, il y a des gens qui ont validé des cours en ligne. Mais genre pas les vrais cours en ligne qu'on avait avec nos profs, mais des cours en ligne sur des sites spécialisés. Donc vraiment, c'est très libre. Pourquoi j'ai choisi Cogmaster et pourquoi je regrette pas l'ambiance de promo? Je pense que c'est un gros facteur, surtout avec l'association Connivence et donc la préparation du FSC, donc du Forum des sciences cognitives. Et même hors de Connivence, on est vraiment, comme le master est assez difficile, on est souvent assez soudés à se rendre compte qu'on galère tous en même temps et que c'est dur, quoi. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu bisounours, mais les gens sont gentils et c'est cool. Et il y a aussi beaucoup d'émulation, en fait. C'est plein d'étudiants de différents domaines. Au début, on se comprend pas. J'ai commencé à parler à des gens qui étaient en linguistique et qui me parlaient de Chomsky. Clairement, je comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire. Mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir des conversations tous ensemble et d'apprendre les uns des autres. Et je pense que c'est un point important du Cogmaster, c'est que je pense que j'ai autant appris des gens que des cours du master. Qui peut paraître un peu bizarre, mais ça a sens dans ma tête. Et aussi, on va pas se le mentir, l'ENS a une certaine renommée et donc c'est aussi cool d'avoir ça dans son CV. Et il y a la possibilité de faire le diplôme de l'ENS, donc c'est une candidature à part de votre candidature au Cogmaster. Et vous pourrez devenir étudiant à l'ENS et donc vous aurez des cours à prendre en plus et à la fin vous validerez un diplôme de l'ENS. Voilà. Dernièrement, n'hésitez pas à candidater. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui nous disent mais il faut des résultats exceptionnels, il faut ceci, il faut cela, etc. Genre oui, mais en fait, faut pas que ça vous, déjà, faut pas des résultats exceptionnels. Genre, faut pas que comment dire, vous soyez victime de votre propre syndrome de l'imposteur, en fait. Alors juste candidater et les gens vous diront si vous prennent cette année ou pas. Enfin, faut pas vous restreindre comme ça. Et je pense que si vous montrez votre motivation et que le Cogmaster c'est fait pour vous, ben vous avez toutes vos chances. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et on finit sur un très bon conseil. Hein. C'est vrai, n'hésitez pas à candidater. C'est un très bon conseil. Alors, quelques questions avant de finir. Est-ce qu'on peut postuler au concours DEC et par candidature normale sur PSL, pardon. Alors au DEC, je suis désolée, ça m'a perdu la question. Ah. Est-ce qu'on peut candidater au DEC et en candidature à PSL? Ouais, c'est ça la question. Ok. Alors, en fait, ce que je disais à la fin, faut pas confondre le Cogmaster et le diplôme de l'ENS. C'est deux choses différentes. Si vous entrez au Cogmaster, vous n'allez pas avoir le diplôme de l'ENS. C'est séparé. Mais oui, vous pouvez tout à fait candidater au Cogmaster et candidater
au DEC. Donc le DEC, c'est le département d'études cognitives de l'ENS. Et vous pouvez y entrer par dossier et vous serez donc étudiant normalien. Je sais pas si ça a bien répondu à la question ou pas. Je pense que ça a été assez clair. Encore une toute petite question. Quels sont les débouchés des majeures ingénierie cognitive et société et modélisation hors thèse? Je pense que c'est ce que j'ai dit à peu près. On n'a pas encore beaucoup de recul dans ces majeurs-là, mais déjà avant, en fait, il y avait des débouchés hors académie, en start-up, en tout ce qui est entreprise, en conseil, etc. Là, par exemple, de ce que je sais, les étudiants qui font, par exemple, des stages en ingénierie cognitive cette année, ils sont obligés de faire un stage en entreprise. Et donc, il y en a un à la DITP, donc la direction interministérielle. J'oublie toujours la suite, transformation publique, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un au Act Lab, il y a des gens qui travaillent sur la petite enfance dans des mairies. Et j'ai oublié. Mais c'est vraiment assez large. D'accord. Est-ce qu'il y a des paramédicaux au Cogmaster? Les paramédicaux, c'est-à-dire des gens qui viennent de biomédical? Il semblerait. La question n'a pas plus de précision. Donc moi perso, j'ai fait une L3 biomed. Donc oui, et il y a aussi pas mal de gens qui arrêtent médecine pendant un moment pour venir au Cogmaster faire soit le M1, M2, soit juste le M2. Donc ouais, il y a des gens qui viennent du milieu médical. D'accord, bah super. Et une toute dernière question. Pour le Cogmaster, est-ce que les moyennes en licence doivent être élevées? Et des compléments pour définir le terme d'excellence académique et qu'entend-on par bon résultat? C'est hyper dur à dire. C'est hyper dur. Je dirais que à partir de 14 et quelques, et en vrai, ça dépend totalement de quelle licence vous venez et tout. Je dirais qu'à partir de 14, mais là, c'est mes mots, enfin, c'est pas, je suis pas directrice ou, enfin, c'est pas moi qui vais regarder vos candidatures et qui vais décider. Mais franchement, même si vous avez pas 14, même si vous avez 12, on s'en fout. Enfin, juste essayer de candidater et je pense que la motivation et le projet fait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de parcours aussi qui sont très atypiques à l'ENS, enfin, au Cogmaster, pardon. Et ça intéresse aussi beaucoup les directeurs, enfin, les responsables de formation. D'accord. Ben, je te remercie pour toutes tes réponses. Il n'y a pas Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, désolé, je regardais la fois aux questions en même temps. Il n'y a pas qu'un seul campus pour le Cogmaster, il y en a deux. Enfin, il y a des cours à l'UNS et à, et à l'université. Excusez-moi. Non, mais ne t'inquiète pas, tout est parfait. Bah, voilà, si pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu poser, j'imagine que tu pourras y répondre directement dans le chat foire aux questions. Alors, j'ai une dernière question pour nos intervenants. Certains y ont répondu, donc je ne sais pas si c'est commun à tous les masters, mais est-ce que c'est possible de reprendre un mémoire que vous avez fait en M1 pour en M2, voire reprendre un mémoire de L3 et le faire en M1? Si par exemple on reste en stage là-bas ou que c'est un sujet qu'on peut refaire ou autre. Plutôt oui. Ouais, alors pour ma part, les sujets étaient proposés par les professeurs. Donc du coup, après, on va voir directement les professeurs et on discute avec eux. Après, c'est possible si en licence, vous avez déjà eu vous êtes dans la même université et que vous connaissez le professeur, de proposer votre sujet, je pense que ça peut être possible. Ok, ça marche, pas de souci. Exactement, je suis d'accord avec ce que Stéphanie vient de dire, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut en parler aux responsables et tout ça, et il y a toujours moyen de s'arranger, je pense. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à propos du dernier master, de Stéphanie ou d'un des autres masters? Bon, en tout cas, en attendant, je remercie nos 6 intervenants parce que c'était vraiment génial de temps pour nous rassurer. C'est vrai que c'est une période compliquée, donc on vous remercie beaucoup, et Stigma, et je pense que tous les participants aussi, de nous avoir présenté votre master, comment vous l'avez vécu, ce que vous avez fait, c'était vraiment génial. Donc gros cœur sur vous. On vous souhaite que du bon, donc soit dans la suite de vos études ou dans la suite de votre travail. Donc voilà. Et c'est pour rappeler aux participants que dans le salon présentation des masters, on a mis tous les masters qui ont été présentés avec les arrobas des personnes qui les ont présentés si vous avez d'autres questions.
On a aussi mis pareil pour les intervenants YouTube, il y a encore 3 interviews qui sont sur YouTube que vous pouvez désormais visionner. Donc vous avez les liens des playlists, donc il y aura le replay de cet événement, pour les personnes qui l'ont autorisé bien sûr. Et donc les 3 interviews, donc il y en a de Strasbourg et une de Marseille, et voire une 4e de l'école de cognitique de Bordeaux. Et vous y trouverez aussi l'annuaire des étudiants, donc vous aurez les contacts, les débouchés d'étudiants actuels, d'anciens étudiants qu'on a fait avec le registre grâce à l'année de J.M. et Marie, donc il y a 2 ans par Estigma, et aussi toutes les structures associatives francophones. Donc si jamais vous voulez bouger de ville et ne plus être à Lyon, vous pourrez les contacter, ils pourront aussi vous donner des contacts d'autres personnes. Donc voilà, c'est pour vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, tout est dans la présentation des masters, vous avez tous les liens, vous avez toutes les informations, les diaporamas, les plaquettes, les liens YouTube et cet annuaire. Et on va aussi lancer un projet qui s'appelle Affiche des métiers, bientôt sur nos réseaux, donc vous verrez un petit peu les métiers qu'on peut faire après une formation en sciences cognitives, donc comment y accéder, les qualités qu'il faut, les missions que vous aurez, le salaire moyen quand on commence. Donc pareil, ça pourra peut-être vous aider pour vous orienter un petit peu, voir ce qu'on peut faire après un master en sciences cognitives ou tous les domaines connexes. Et donc voilà, je vais vous remercier à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole, enfin nous dire pour prendre la parole ou écrire des questions dans le foire aux questions. Et on sera très content de vous répondre. Voilà. Et si vous voulez rejoindre Estigma, vous pouvez. Voilà. Donc merci à tous pour votre présence et pour votre participation pour nos 6 intervenants. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à rester, il n'y a pas de souci. Et bon courage à tous pour vos masters.